Nous sommes aujourd'hui la journée mondiale de la sensibilisation du deuil périnatal. Nous allons pouvoir écouter et partager avec Karine Diximus son expérience, sa vie, son histoire. La perte d'un enfant paraît tellement inconcevable qu'il paraît difficile de se protéger en refusant d'en parler. Pourtant, Karine l'a fait à travers son livre « Angéline, ma fille », qui est pour moi une lettre d'amour et une lettre d'espoir. Je vais donc l'accueillir ce soir. Elle est accompagnée de Mélanie Hersin, qui est sage-femme libérale à Pont-Sainte-Maxence. Bonsoir à tous. Merci d'avoir fait le déplacement et bienvenue. J'espère que vous nous entendez bien. Est-ce que ça va? Si besoin, vous nous faites signe. Alors donc je remercie tout chaleureusement vraiment la commune de Pont-Sainte-Maxence et surtout son Excellence Monsieur le maire Arnaud Dumontier, qui en principe va nous rejoindre et qui a été à l'initiative de cette belle soirée quand il a su que j'ai écrit ce livre. Tout de suite, il a voulu me soutenir et fait passer ce message d'amour et d'espoir, comme le disait Jennifer. Donc je remercie vraiment la commune, je remercie la bibliothèque de Pont-Sainte-Maxence, Madame la directrice, Madame Christine Dussard, son équipe. Merci pour votre accueil chaleureux. Merci à toi, Jennifer, qui est en fait la directrice adjointe de la communication de la vie associative de la ville de Pont-Sainte-Maxence, qui très vite a été sensibilisée par ce témoignage et qui m'a vraiment accompagnée pendant un trimestre. Nous avons organisé cette belle soirée pour que ce soir tout se passe au mieux. Merci à toi. Merci à toute l'équipe. Vous passerez le merci à vos collègues, Mélanie, Jean-François, qui ont œuvré pour la technique et pour la mise en place de la technique, des outils. Bienvenue. Nous allons passer, si vous voulez, un petit quart d'heure, 20 minutes. Je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas et vous dire pourquoi j'ai écrit ce livre, quel message je veux passer. Et ensuite, nous aurons en fait Madame Hersin Mélanie, qui est sage-femme à Pont-Sainte-Maxence, qui va nous parler du rôle du personnel soignant. C'est super important parce que leur accompagnement est très important, surtout en ce moment avec le Covid. On se rend compte de leur travail. Pour moi, ce n'est pas un travail, j'appelle ça une vocation. Et ensuite, nous aurons un temps de partage. Soyez libres de pouvoir me poser des questions. Nous sommes entre nous, ce serait un cadre assez bienveillant et chaleureux. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Voilà. Nous allons commencer sans plus tarder. Elle va se présenter avec ses mots après, Madame Hersin. Donc du coup, comme je vous le disais, je me décale un peu, je vais rester debout pour rester un peu plus en contact avec vous. Moi, j'aurai ma présentation, mon intervention, et ensuite, il y aura Mélanie qui va donner son rôle, qui va parler de son rôle, et surtout de leur importance dans l'accompagnement des parents qui sont endeuillés. On va passer prochain slide. Donc voilà, au programme, on aura le deuil périnatal. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on parle du deuil périnatal? On va parler de la résilience, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très lourd, très tabou. Et moi, j'aimerais qu'on se quitte ce soir sur une note positive. C'est pour ça que voilà, j'ai mis la couleur. Ce serait chaleureux, ce serait gai. Vous inquiétez pas, on ne va pas plomber le moral. On va parler également du rôle du personnel soignant, comme je vous le disais, et on aura ce temps d'échange après. Mais sans plus tarder, je vais vraiment me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Alors, je suis Karine Diximus. Je suis une épouse, une maman épanouie, heureuse et libre. Pourquoi je dis ça? Je tiens à le dire parce que, si vous voulez, depuis toute mon enfance, j'ai toujours rêvé être maman. Dès l'âge de 8 ans, je me souviens, ma maman venait d'accoucher de mon petit frère et à Noël, j'ai eu droit à une poupée. Et mon petit frère est né le 3 janvier. Donc, quelques jours après, le bébé et ma poupée avaient la même taille. Donc, j'imitais inconsciemment le geste de maman. Et puis, tout de suite, j'ai compris que je voulais être mère. Et donc, quand les conditions étaient réunies et que maintenant, je me dis, ça y est, je veux rentrer dans cette aventure de la maternité. Et voilà. Je ne vais pas vous raconter beaucoup de détails, mais une chose est sûre, j'ai quand même réussi à tomber enceinte et j'attendais 2 bébés, un garçon, une fille. Waouh, le choix du roi, j'étais vraiment heureuse. Tout se passait bien, plus ou moins bien, on va dire, parce qu'une grossesse, ce n'est pas un long fleuve tranquille.
très tôt dans la grossesse, j'ai été alitée, malade, voilà. Tout le classique d'une maman enceinte en général au premier trimestre. Et au deuxième trimestre, quand je me suis dit, waouh, ça y est, je vais enfin respirer, eh bien non, le nuage noir qui arrive et on m'annonce qu'un des bébés est en souffrance et que malheureusement, elle ne va pas survivre puisque c'est une fille. Et j'apprends en même temps que j'attendais une fille et un garçon. Je me dis, ça y est, c'est le choix du roi. Bon, c'est pas grave, j'y croyais jusqu'au bout. Mais quand vous êtes jeune maman et qu'on vous apprend que vous allez perdre un enfant, eh ben c'est inconcevable parce que déjà, quand on est enceinte, on se projette en tant que parent. On se dit, voilà, je vais être maman, je vais être papa. J'ai déjà la chambre peut-être dans la tête. On se voit déjà avec ses enfants, son enfant, sa famille. Et malheureusement, moi, j'ai vécu très tôt, pour une première expérience, un deuil et dans la foulée, une très grande prématurité. Donc, ce qui s'est passé, c'est que vous êtes confronté entre la vie et la mort. C'est-à-dire qu'en moi, je portais et la vie et la mort, puisque le bébé qui est décédé in utero était en moi pour sauver l'autre jumeau, en fait. Et du coup, vous vous dites, mais comment ça peut se faire, comment je vais pouvoir survivre face à cette ambivalence de sentiments, c'est-à-dire la vie, la mort, la joie, la tristesse, comment trouver son équilibre au milieu de cette dualité, on va dire. Et j'ai réussi. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ok, je suis en vie. La vie est un cadeau, parce que j'ai compris en fait que à quelques secondes près, j'aurais pu disparaître aussi, puisqu'à un moment donné, on a dû faire sortir le garçon pour me sauver la vie. Et là, j'ai eu un gros déclic, un peu comme si je rêvais et qu'on m'avait réveillée pour me dire que tu es en vie, tu es en bonne santé. Et pour moi, la vie est un cadeau et j'ai décidé de vivre et d'être épanouie, en fait. J'ai décidé de me reconnecter à moi-même, d'être la Karine que je suis censée être, que peut-être inconsciemment je cachais derrière les étiquettes de la société. Et enfin, la vie a repris son cours normal avec des hauts, des bas, mais je vous donnerai un peu plus de détails par rapport à ce déclic que j'ai eu. Donc, nous allons en fait parler du deuil périnatal et pourquoi on parle de deuil périnatal et quand est-ce qu'on parle de deuil périnatal. Le deuil périnatal, en fait, c'est quand les parents sont confrontés à la mort d'un enfant ou du bébé in utero à partir de la 22e semaine d'aménorrhée et 7 jours après la naissance. Là, on peut parler de deuil périnatal. Et ensuite, il faut savoir que en France, chaque année, il y a plus de 7000 familles qui sont confrontées à ce décès brutal d'un enfant. Et même, il y a une étude qui a été faite par Europersistat en 2013 qui révélait que 9%, le taux de mortinatalité est de 9% pour 1000 naissances chaque année. C'est quand même pas rien. Et en fait, aujourd'hui, nous célébrons en fait la journée de sensibilisation du deuil périnatal parce que c'est un sujet qui est tabou. On n'en parle pas. On ne parle pas de la mort. C'est des sujets qui sont tellement douloureux, violents, que les parents qui sont confrontés à ça, en fait, ils sont silencieux, ils souffrent dans l'isolement. Et du coup, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que c'est une souffrance qui est silencieuse, qui est douloureuse, qui, en même temps, quand les proches sont confrontés à ça, ils sont impuissants, ils n'arrivent pas à comprendre le mal-être des parents. Et parfois, on a tendance à avoir des propos maladroits ou des comportements maladroits du style « mais t'es toute jeune, t'inquiète pas, ça arrive souvent, t'en auras d'autres ». Mais un enfant qui est conçu, quel que soit le terme de cette grossesse, dans l'être de la maman ou même des parents, du papa également, c'est un enfant qui fait partie de la famille, qui fait partie de cette fratrie, on va dire, et c'est une présence silencieuse. Donc nous, aujourd'hui, si vous voulez, que ce soit en France ou dans le monde entier, c'est un fléau qui est de plus en plus fréquent et les associations, les personnels soignants et même les pouvoirs publics ont commencé à prendre conscience de ce mal-être qui devient grandissant et qui est tellement violent pour les mamans.
Si vous voulez, moi, à un moment donné, j'ai cru que j'allais devenir folle parce que cet enfant, elle était là, sans être là, je la cherchais inconsciemment. Quand j'avais son frère dans mes mains, eh ben, j'étais heureuse, mais il y avait un vide qui se créait, même dans le ventre. En fait, on a l'impression que la grossesse n'avait pas abouti et que l'enfant bouge, on a inconsciemment l'impression que le bébé est encore là. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a besoin de sensibiliser les personnes pour que tous entendent ce message et que si vous êtes confronté à un deuil périnatal dans votre entourage, que ce soit un collègue, une amie, une sœur, que vous ayez en fait tout simplement une posture bienveillante pour dire, écoutez votre cœur en demandant tout simplement, de quoi est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu as besoin de parler, de marcher, et la personne qui est endeuillée pourra éventuellement vous donner son besoin et vous allez pouvoir répondre. Mais ne cherchez pas soit à combler un vide ou à rester silencieux. Et ça, c'est très, très, très violent et c'est souvent mal compris en fait des parents endeuillés. Souvent, on se pose aussi cette question, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive? Je n'en peux plus, on se cache, on souffre pendant des années et il n'y a que le personnel soignant ou éventuellement le conjoint ou la conjointe quand ça se passe bien, parce qu'il faut savoir aussi que le couple prend un coup et ça peut casser ou souder. Alors, donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, nous sommes le 15 octobre, c'est la journée nationale, ou internationale, du deuil périnatal. Donc, cette journée, les pouvoirs publics ont pris conscience du problème. Aujourd'hui, par exemple, M. Adrien Taquet, qui est le secrétaire du ministre de la Santé et de l'Enfance, ils ont quand même voté une loi le 8 juin 2020 pour allonger le congé des parents endeuillés, qui était de 5 jours seulement, alors qu'on parle quand même de la mort. Et aujourd'hui, on est passé à 15 jours. Et il y a également pas mal d'aides qui sont de plus en plus mis en place pour encadrer les personnels soignants et pour aussi accompagner les parents qui sont endeuillés. Alors, nous allons en fait continuer sur cette lancée et je vais vous parler, moi, de ma résilience. Comment j'ai fait? Parce que depuis tout à l'heure, je vous donne le côté négatif du sujet, mais derrière toute épreuve dans la vie, il y a toujours un cadeau derrière. Moi, en fait, je suis passée par la résilience. Mais qu'est-ce que c'est que la résilience? C'est en fait un nouveau développement suite à un traumatisme, ou tout simplement, c'est la capacité à surmonter un choc traumatique, en fait, pour être très simple. Et inconsciemment, parce que je vous parlais tout à l'heure de déclic, parce que j'étais en vie, j'ai pris ce chemin de résilience pour pouvoir m'en sortir, parce que malgré tout, je suis une écorchée vive, oui, du destin, de la vie, mais j'ai décidé de m'en sortir parce que je voulais profiter de cette vie-là. Et donc, du coup, je vais vous donner en fait les différentes étapes ou le processus qu'on peut vraiment prendre pour aller sur le chemin de résilience. D'abord, dans un premier temps, on a une étape préparatoire. Quelle que soit l'épreuve, en fait, si vous voulez, ce livre, effectivement, ça parle de mon histoire à moi, mais tous, ici, nous avons une histoire, nous traversons des épreuves, et ça, c'est humain, c'est le propre de chacun, mais vous allez pouvoir, en fait, puiser, je l'espère, dans ce livre, toute la force que j'ai pu avoir et toutes les ressources sur lesquelles moi, je me suis appuyée pour pouvoir m'en sortir. Et c'est pour ça que là, je vous synthétise en 4 étapes comment j'ai pu faire pour que vous vous adaptez à vous, à ce que vous vivez actuellement. Donc, vous traversez une épreuve, ok. Déjà, très souvent, on est dans le déni. On ne veut pas l'accepter parce qu'on se dit « pourquoi moi ?» C'est ce que je mettais dans le slide précédent. Mais c'est important d'accueillir ce qui se passe et d'accepter l'épreuve. Se poser pour pouvoir se dire « ok, je vis cette épreuve-là, je l'accueille ». Souvent, on nous dit « oui, s'il te plaît, lâche prise ». Mais ça veut dire quoi lâcher prise en fait? Lâcher prise, le cerveau ne comprend pas en fait. Le cerveau ne sait pas lâcher une prise. La chose la plus importante qu'il y a à faire, c'est d'accepter ce que nous vivons, quitte à pleurer, quitte à faire une pause, à s'enfermer pendant des semaines, des jours, mais ne pas rester inactive aussi très longtemps. La première étape qui est très importante, c'est aussi de sortir de l'isolement. C'est d'abord de créer l'affection en cherchant à aller
créer des liens autour de soi, discuter, communiquer. Pourquoi pas, si vous avez envie de partager votre peine ou l'épreuve avec qui que ce soit, parce que seul, on ne peut pas aller sur le chemin de résilience, ce n'est pas possible. L'être humain ne peut pas vivre seul. On est fait, on est créé pour être unis, créer des liens, des connexions. Ensuite, la deuxième étape, c'est la réflexion. La réflexion, c'est quoi? En fait, c'est de faire des recherches pour comprendre ce qui nous arrive. Pourquoi on traverse ça et pourquoi ces sentiments-là de mal-être, d'incapacité nous animent? Pourquoi je suis inactive? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à m'en sortir depuis des mois, depuis des trimestres par rapport à cette épreuve-là? Il se pourrait que des thérapeutes peuvent vous aider. Vous pouvez échanger avec des associations qui gèrent par exemple l'épreuve que vous vivez. Si vous êtes croyant, pourquoi pas aller discuter avec un prêtre ou peu importe vos croyances. Mais l'objectif, c'est de comprendre ce qui nous arrive et de chercher des solutions pour sortir de ce mal-être. Nous ne sommes pas faites pour rester inactives ou dans le mal-être. Et donc la troisième étape, justement, c'est une belle transition, c'est de passer à l'action pour justement aller, si vous voulez, mettre en application les outils que les thérapeutes ou les associations ou le psy ou autre va nous donner pour vraiment passer à l'action, marcher, bouger, faire du sport, créer du lien, faire autre chose pour sortir de sa zone de confort et essayer de puiser le positif en soi, parce qu'en nous, nous avons toutes des ressources, nous avons des potentiels et on ne se rend absolument compte, on se sous-estime, on se dit qu'on est incapable, mais si, on est capable de pas mal de choses. Et justement, d'où l'importance de sortir de la solitude et d'aller chercher de l'aide, entre guillemets. Je vais vous parler, moi, de ma transformation, de ce chemin que j'ai pris. De toute façon, là, c'est une synthèse, mais vous aurez vraiment plus les détails dans le livre. Moi, j'ai commencé au départ, j'étais enceinte, j'étais en noir, j'avais la petite rose blanche parce que je savais que ma petite allait partir, même si je ne voulais pas l'admettre. Donc, j'ai fait cette photo-là, oui, j'essayais de m'accrocher à quelque chose de positif en me disant non, elle va survivre et tout. On a fait venir un photographe professionnel, donc il nous fait des photos, mais ça se voit clairement sur le visage que ça n'allait pas trop. Et il fallait aussi que je m'approprie ce corps, parce que nous, les femmes, notre corps se transforme avec la grossesse, la poitrine qui change, il faut dire les choses, les courbes naturelles qui se mettent en place. Et ensuite, j'ai commencé à trouver des outils, justement, je suis passée dans la réflexion, à faire des recherches, à comprendre pourquoi j'ai ces ambivalences de sentiments. Tantôt je suis triste, tantôt je suis heureuse, tantôt c'est limite la dépression. Tantôt, j'ai l'impression qu'on ne me comprend pas quand je dis que ça ne va pas. Mais qu'est-ce que je peux faire? Mais il n'y a rien à faire, en fait. Les gens sont incapables de me donner les solutions. Tout était en moi. Donc, j'ai fait des recherches. J'ai trouvé pourquoi est-ce que je vis ça. Et j'ai compris, en plus, que je n'étais pas la seule. Parce qu'au départ, je pensais que j'étais seule à vivre ce drame. Je me dis, mais qui suis-je pour porter la vie et la mort en moi? Et au final, il y a quand même d'autres parents qui ont vécu ça, même si ce n'est pas exactement la même chose. Des livres qui ont été écrits, que j'ai lus, j'ai essayé de comprendre. Et en fait, des études qui ont été faites avec des psychologues. Et un de mes mentors qui s'appelle Boris Cyrulnik, qui parle de résilience, qui lui a vraiment été sur ce chemin très tôt, à l'âge de 6 ans. C'est un juif qui a été déporté, qui a vu ses parents tués. Et j'ai lu beaucoup de ses livres et j'ai compris qu'en fait, je suis en train d'aller sur ce chemin de résilience. Quand j'ai compris cela, je dis OK, je vais essayer de commencer à avoir confiance en moi. J'ai cherché les outils, j'ai repris mon travail 1 an après, puisque les conditions étaient réunies pour que mon enfant soit pris en charge par le CAM. Le CAM, c'est le Centre d'action médico précoce qui était là, qui a pris en charge mon enfant. Et donc, du coup, je me sentais, enfin, je pouvais penser à moi et non plus être en mode survie. Donc, j'ai repris mon travail et en fait, je ne voyais plus la vie de la même façon. Je relativisais énormément quand je voyais des personnes qui venaient à moi, qui me disaient « Ah franchement, j'ose pas porter » parce qu'il faut savoir que je suis opticienne de métier et j'aime pas porter les couleurs rouges, j'ose pas la couleur parce qu'on va me regarder, parce que si, parce que ça. Je me disais « Mais purée, si vous pouvez comprendre que la vie, c'est pas ça et que moi, j'étais à ça de mourir. » Et donc, j'ai commencé à prendre confiance en moi et à donner de la motivation aux personnes en disant « Mais osez si vous avez envie. »
Et du coup, ça créait un bien-être en moi et à mon interlocutrice. J'ai commencé à avoir de l'estime de moi-même, porter des couleurs, des vêtements fleuris et oser rayonner en montrant. Et pourtant, c'était quand même pas évident à la maison. Mon bébé, quand il était malade, on faisait des allers-retours à l'hôpital. Et aujourd'hui, je suis une maman libre et épanouie sans aucune prétention, je peux vous le dire. Là, aujourd'hui, avec tout le recul et tout le nécessaire que j'ai pu mettre en place, je suis devenue coach en image pour les femmes et en particulier pour les mamans qui ont eu des enfants, qui se sont oubliées et qui en fait n'acceptent plus leur nouveau corps. Aujourd'hui, je les aide à remettre du sens et de la joie dans leur vie afin de pouvoir tout simplement sublimer leur image. J'ai pour habitude de dire qu'il faut être authentique parce que quand on est authentique, on est soi-même et qu'on arrive à exprimer qui on est à travers son image, à travers nos activités, et bien tout simplement, on rayonne. J'ai une citation que je vais vous partager qui a été écrite dans le livre à la page 72. J'ai écrit qu'il ne faut surtout pas laisser la réalité d'aujourd'hui vous voler vos rêves ou vos succès de demain. Il y a 10 ans, jamais, si on me l'avait dit, on m'avait prédit qu'aujourd'hui j'allais accompagner des femmes, parler devant un public, présenter un livre, j'aurais jamais cru. Mais parce que j'ai cru en moi et parce que je ne voulais pas rester dans ce mal-être, oui, c'est possible. Donc voilà, ça, je suis la preuve vivante. Donc cette phrase, cette citation, voilà, faites une capture d'écran ou quand vous aurez l'occasion d'acheter le livre, répétez-vous cela dans les moments difficiles où ça ne va pas. Je ne laisse pas la réalité d'aujourd'hui me voler mon succès ou le rêve que j'ai envie d'avoir demain. J'ai ce message d'espoir à vous faire passer. J'ai tout simplement envie de vous souhaiter beaucoup de courage, beaucoup de force et surtout à tous les parents parce que quand on est parent, on n'est plus responsable que de soi, on est aussi responsable de quel que soit l'âge qu'ils ont, de nos enfants. Et j'ai envie de vous dire force et courage à tous. Toutes les personnes qui travaillent, je ne sais pas ce que vous traversez comme épreuve aujourd'hui, mais je vous assure, croyez en moi, ça va passer. Après la pluie, on dit souvent que c'est le beau temps. Beaucoup de courage à tous les couples qui ont vécu le deuil périnatal. Et j'ai juste envie de vous dire, croyez en vous, rien n'est impossible. Peut-être que si vous pensez prendre le chemin à gauche et que vous avez été écorché, eh bien, essayez le chemin de droite. Vous allez voir qu'au final, vous allez atteindre vos objectifs. J'ai aussi une question. Qui c'est qui a son téléphone avec elle ou avec lui? J'aimerais justement vous solliciter ce soir pour faire passer ce message à tous avec moi. Aujourd'hui, moi, je pense que je suis une petite goutte d'eau dans la mer, dans l'océan, mais ensemble, nous pouvons faire de belles choses. Pourquoi je pose la question pour le téléphone? C'est de pouvoir tout simplement vous connecter. Vous avez les liens de mes pages de réseaux sociaux, si vous êtes réseaux sociaux ou pas, sur Instagram ou Facebook, et de vous abonner. Merci. Donc, suite à ça, si vous vous abonnez, vous tapez juste Karine Diximus, il y a un tiret du 8 ou conseil en images, j'ai un cadeau pour vous. Donc, pour vous remercier de cette action, vous allez justement aller tout simplement sur mon site internet et vous mettez /cadeau et vous tombez sur une page qui va vous présenter voilà, ce cadeau-là, tout simplement. Ensemble, nous pouvons accomplir de belles choses. Je suis très contente et très honorée de voir des personnels de l'éducation nationale aussi présents parce que en tant qu'instituteur ou enseignant, vous êtes aussi confronté à des fratries dont la maman a perdu un bébé ou ont perdu un frère ou une sœur. Et c'est aussi important d'être là parce que le message de la maîtresse, la façon dont la maîtresse ou le prof parle, ça peut aussi aider l'enfant à ne pas se sentir seul, à ne pas vivre le mal-être de ses parents et comprendre, essayer de comprendre pourquoi est-ce que le bébé de maman n'est pas rentré à la maison.
Donc voilà, je vous remercie chaleureusement d'avoir fait le déplacement pour écouter mon message. Et je passe la parole à notre sage-femme de Pont-Sainte-Maxence et que je remercie chaleureusement d'avoir répondu présente à mon invitation parce que je tenais à rendre hommage au personnel soignant. Pourquoi? Parce qu'ils ont été très, très, très importants et très déterminants, moi, dans mon accompagnement. Merci. Bien, et bonsoir à tous. Je tenais à remercier Karine de m'avoir sollicitée. On ne se connaît pas beaucoup. On s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps puisque c'est une de mes collègues qui devait être là ce soir et que je remercie aussi de sa confiance. Et je te remercie chaleureusement de la confiance que tu me portes pour être là ce soir. Le livre de Karine m'a beaucoup bouleversée. Alors, pour deux raisons. Forcément, le deuil périnatal, c'est quelque chose que je connais bien. Alors, pas de mon expérience personnelle, mais de mon expérience professionnelle. Et il m'a bouleversée aussi par le courage et la force qui ressortait de ce livre. C'est vraiment... c'est pas triste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... on sent que voilà, le chemin que tu as parcouru va aider beaucoup de femmes, je pense. Alors, moi, je vais parler un petit peu de mon rôle de sage-femme. Donc, à la base, être sage-femme, c'est accompagner la vie. Et quand on est toute jeune et qu'on commence ses études à 18 ans, on est loin d'imaginer que des fois, on peut accompagner des moments très douloureux. Et c'est vrai que j'ai été confrontée très tôt en fait, à cette expérience, puisque en étant en stage donc en centre hospitalier, forcément, on vous confronte à ce genre d'expérience. Donc forcément, c'est bouleversant. On ne s'y attend pas trop, alors que bon, c'est un petit peu naïf de ne pas s'y attendre, parce que voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Et ça a été très dur. Parce que quand on est jeune sage-femme, et même après, c'est dur d'avoir le choc de l'annonce du décès, le choc de voir des parents en détresse, et puis le choc aussi d'avoir un bébé décédé dans les bras. Donc ça, c'est très compliqué. J'espère que je vais réussir à tenir. Parce que... Voilà, donc moi j'ai vraiment vécu les deux versants, c'est-à-dire vraiment le côté momentané de la naissance, de l'annonce du décès et puis de l'accompagnement à l'hôpital des parents. Et puis je l'ai vécu aussi en libéral, puisque ça fait 7 ans que je suis en libéral, et très vite j'ai dû accompagner un couple. La première patiente que j'ai eue en libéral, 9 mois plus tard, malheureusement, elle a perdu son bébé. Donc, autant vous dire que ça a été compliqué aussi, parce que l'accompagnement qu'on a en libéral, ça se fait sur le long terme. Donc, c'est des personnes qu'on connaît bien, à qui on s'attache forcément, à qui on donne, mais on reçoit beaucoup aussi. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que forcément, je suis maman aussi. Et émotionnellement, faut avoir les épaules pour pouvoir être là pour les parents. Donc, on met de côté un petit peu ses larmes et puis on accompagne parce qu'il faut être là. Et être là, c'est écouter. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Avoir des paroles réconfortantes, bien sûr, mais savoir écouter aussi. Et savoir dire, je suis là si vous avez besoin. N'hésitez pas à m'appeler. N'importe quand. C'est très important parce que quand on est parent et qu'on perd un enfant, je pense qu'on ne sait pas trop à qui parler. On a l'impression qu'on ne nous comprend pas parce que c'est vivre les choses de l'intérieur quand on est maman. C'est les papas aussi, parce que la souffrance des papas est très, très, très intense aussi. Parce que forcément, on pense bien sûr à la maman, parce que la maman le vit, on va dire, dans son corps, mais les papas, ils sont aussi là pour soutenir la maman, et c'est vrai que les papas souffrent aussi beaucoup. Donc l'accompagnement du personnel est, à mon avis, important,
parce que la famille est là aussi, mais il y a aussi le côté, bien sûr, sentimental qui est là. Donc, ils sont, comme tu disais, des fois un petit peu maladroits. C'est de la maladresse, mais de la maladresse aussi de souffrance, puisque eux aussi, ils ne savent pas comment faire, donc c'est pas toujours évident. Et je pense que de dire oui, si tu as besoin, je suis là, c'est complètement ce qu'il faudrait dire. Voilà. Donc voilà, donc c'est très important d'être là, mais c'est vrai que du côté, moi je voulais aussi aborder ce côté soignant, c'est de dire que voilà, c'est dur aussi au niveau de notre côté à nous, dans le sens où il y a forcément de l'émotionnel, on partage, on est humain, donc voilà, donc on essaye d'accompagner au mieux. Et puis c'est vrai que quand on est donc je reprends un petit peu le parcours, c'est vrai que d'être à l'hôpital et de poser le monitoring et puis rien avoir au bout, c'est voilà, j'en ai encore les frissons, ça m'est arrivé. C'est compliqué parce que on peut pas dire tout de suite que on sait pas s'il y a quelque chose ou pas. Il faut appeler le médecin. Bon, la maman elle nous regarde avec des yeux, qu'est-ce qui se passe, le temps que le médecin arrive. Enfin voilà. Donc c'est vrai que c'est difficile parce qu'il faut avoir les bons mots à ce moment-là pour réconforter, mais en sachant qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, quoi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de... on a des moments de flottement où on se dit qu'est-ce qui se passe. Donc il y a des moments, oui, compliqués, c'est vrai. Mais on a aussi des parents qui nous donnent beaucoup de force parce que ils se relèvent. Ils se relèvent pour eux, ils se relèvent pour les autres enfants. Ils se relèvent pour leur conjoint, leur conjointe. Et des témoignages comme Karine, voilà, c'est juste, ça nous booste parce qu'on se dit, bon, oui, il y a eu une épreuve qui est, à mon avis, l'épreuve la plus dure qu'on puisse traverser dans une vie, c'est-à-dire perdre son enfant, que ce soit un bébé qu'on porte, que ce soit un enfant plus tard. C'est l'épreuve la pire. Et c'est vrai que... Karine, le fait d'avoir eu cette ambivalence aussi, c'est un bébé qui était décédé avec un bébé qui était encore en vie. J'imagine combien ça a dû être dur. Je comprends, mais complètement. Voilà, il n'y a pas de mots. Voilà. Et puis, et voilà. Et donc, c'est vrai que la force que tu nous montres, c'est ça fait chaud au cœur. Voilà, ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis, je pense que de coucher sur papier comme ça ton histoire, ça a dû vraiment être libérateur. Et voilà, je pense que ça va aider vraiment beaucoup de mamans. Voilà. Quoi vous dire d'autre ? J'avais noté plein de petites choses. J'avais noté des mots. J'avais noté aussi, un truc aussi, c'est parce que pour moi, il y a un moment important quand on a la naissance d'un enfant, c'est le cri. Et quand j'ai plein de frissons, je suis désolée. Quand on accouche une dame qui a perdu son bébé, le cri qui n'est pas là, c'est très difficile. C'est difficile pour les parents, c'est difficile pour nous, forcément. Et c'est vrai que voilà, il y a un moment où ça nous renvoie c'est compliqué. Donc le cri, vivre aussi dans accoucher dans une maternité où on entend des pleurs de bébé, on voit des familles qui arrivent avec les cadeaux, les sourires et tout ça. Je pense que c'est compliqué aussi. Et puis après, il y a tout le côté administratif. Où l'équipe est là pour aider aussi les parents. Voilà, donc ça, c'est encore une autre étape. Et puis l'après, où je pense qu'il y a un moment où forcément on se retrouve à la maison. Alors toi, tu avais ton petit bonhomme, alors pas tout de suite, parce qu'il était petit. Baptiste est resté peut-être un petit moment quand même pour qu'on s'occupe de lui. Mais c'est vrai que quelqu'un qui perd un enfant et qui rentre chez lui, et voilà, faut se mettre à leur place, c'est pas évident. Et je pense qu'il y a un gros vide après, parce que le temps de l'hospitalisation, le temps du démarrage, etc., je pense qu'il y a de la présence.
Mais une fois qu'on rentre chez soi et que la vie reprend son cours, voilà, c'est là où ça devient, à mon avis, difficile parce que y a ce vide. Forcément, les soignants ne sont pas forcément là à vous appeler et c'est comme ça. Donc, d'où l'intérêt de se rapprocher d'associations, de rencontrer d'autres personnes à qui c'est arrivé. Je pense que c'est bien aussi d'échanger et puis effectivement aller puiser en soi la force pour se relever, parce qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. La force est en soi. Et c'est bien que nous, qu'on soit là pour aider, et la famille, etc. Mais la force, il faut la trouver en soi pour se relever et trouver des choses pour s'épanouir et faire vivre aussi cet enfant à travers soi. Voilà, donc comme tu as fait avec ta petite puce. Voilà, donc ça, c'est important. Et puis, se dire aussi que cet enfant, c'est votre enfant aussi. C'est-à-dire qu'il fait partie de la famille. Et ça c'est important. Et de ne pas hésiter aussi à en parler. Voilà, pour qu'il puisse exister. Voilà. Écoutez, alors moi, j'ai une petite citation aussi, parce que j'adore les citations. Et c'est une citation de Marc Aurèle qui dit que on doit accepter certaines choses. Alors, je ne la dis pas telle qu'elle s'écrit. Il y a des choses qu'on doit accepter. On ne peut pas les changer. Et il y a d'autres choses qu'on peut changer. Et il faut savoir distinguer l'un de l'autre. Et je pense que ça peut beaucoup aider pour se relever de ce genre d'épreuve. Voilà, donc merci encore Karine pour ta confiance. Merci vraiment, merci à tous.